Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Merci d'avoir choisi TV5 Monde. 64 débats et une question ce soir. Comment reconstruire Gaza? La première réunion du groupe des donateurs pour la Palestine a eu lieu aujourd'hui à Bruxelles, en Belgique. Quel rôle va jouer l'Union européenne? Et peut-on toujours parler de cessez-le-feu alors que 33 Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures? Avec nous pour en parler, Hasni Abidi, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes politologue, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Slimane Zeguidour, éditorialiste TV5 Monde. Bonsoir Slimane. Et en direct du Parlement européen à Bruxelles, notre correspondant Europe, Paul Germain. Bonsoir Paul. Alors il y a donc cette conférence des donateurs dans la capitale belge que vous avez suivie. Et il y a un autre événement qui ne vous a pas échappé, Paul. C'est la réunion des 27 ministres européens des Affaires étrangères. Paul, la question c'est de savoir si l'Europe aura une place dans le plan de paix américain. Effectivement, Mohamed. Et il faut rappeler que l'Europe est depuis longtemps le principal soutien financier aux Palestiniens. Les 27 n'apprécieraient donc pas trop d'être sur la touche. Alors l'Europe aura-t-elle, par exemple, son mot à dire au sein du Conseil de la paix? C'est l'organe de transition prévu par le plan américain. Eh bien, Dubravka Šuica, la commissaire européenne pour la Méditerranée, a eu une formule qui laisse un petit peu perplexe. Elle a déclaré que si les Américains étaient fair-play, eh bien, l'Europe devrait logiquement obtenir un siège dans ce Conseil. Traduction, rien n'est acquis, mais les Européens espèrent et des discussions seraient actuellement en cours. Autre question, Paul, est-ce que les Européens vont participer à la force internationale que les Américains veulent déployer à Gaza ? Eh bien, là aussi, pas de réponse claire. On ne sait pas quels pays vont constituer cette force, mais Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, a rappelé que des soldats européens étaient déjà sur place, notamment pour sécuriser les points de passage de l'aide humanitaire. Mais ce qui est important pour les Européens, c'est que cette force internationale ne s'éternise pas à Gaza et que les Palestiniens puissent reprendre eux-mêmes le contrôle du territoire. Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, a ainsi annoncé que l'Europe pourrait former 3000 policiers palestiniens à Gaza. L'Europe a déjà formé des milliers de policiers en Cisjordanie. Et puis, il y a la question de la gouvernance. Les Européens insistent, et ils ne sont pas les seuls, sur la nécessité de réformer l'autorité palestinienne pour qu'elle gagne en légitimité. Et dans ce dossier, la France a annoncé la création d'un comité conjoint avec les Palestiniens pour travailler sur cette réforme. Vous le voyez, Mohamed, il y a du pain sur la planche et difficile de dire dans quel calendrier tout cela va se faire. Merci beaucoup Paul. Paul Germain en direct de Bruxelles pour TV5 Monde. 84%, on va regarder ces quelques chiffres, 84% de l'enclave palestinienne a été détruite, 92% de la ville de Gaza. Hasni Abidi, le défi de la reconstruction, il est colossal, il est abyssal. Oui, il est énorme. Il est énorme parce que d'abord, il y a des conditions sur le terrain qu'il faut les préparer pour reconstruire Gaza. Elles ne sont pas encore prêtes, elles ne sont pas encore réunies. Il y a un climat de violence. Et aussi, il y a ce comité qui est chargé d'abord de gérer Gaza, puisque le Hamas n'aura pas de rôle à jouer, ni politique, ni administratif. Alors que jusqu'à maintenant, c'est plutôt le Hamas qui a montré une capacité, en tout cas, à maîtriser et à tenir la rue. Deuxième élément, c'est que le Conseil de la paix, qui est, lui, chargé de la gouvernance, présidé par Donald Trump. Donc, tout passe par lui. Certes, on a une résolution, la 2803, mais on ne connaît pas encore les mécanismes. C'est encore flou, les contours de cette gouvernance, à la fois sur le plan politique et sur le plan économique. La preuve, c'est qu'à la réunion entre Mohamed Ben Salman, le prince héritier, et Donald Trump, le prince héritier, il avait l'air un peu étonné en disant « on ne nous a pas dit combien il fallait donner ». Donc, c'est-à-dire la contribution financière qui est importante des pays, surtout des pays du Golfe, elle n'est pas encore précisée. Ah ben, j'allais vous demander justement qui va mettre la main à la poche. Vous dites par exemple que l'Arabie Saoudite dit OK, on veut bien donner, mais on ne sait pas encore. Alors, jusqu'avant la visite de Mohamed Ben Salman à Washington, tous les pays du Golfe, y compris les Émirats arabes unis, ils ont dit on est disponible, mais on veut avoir une perspective, on va voir quelle est la
la finalité finalement de cette gouvernance. Qui va gouverner? Et deuxième élément, c'est-à-dire qu'il y a des conditions, qui va dépenser l'argent. Tout ce qu'on sait, c'est que l'Égypte est prête, elle veut organiser une grande conférence internationale pour la reconstruction de Gaza, les pays du Golfe. 70 milliards, c'est le coût de la reconstruction selon le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, et c'est tout récent, octobre 2025, une somme donc colossale. Slimane Zeguidour, notre éditorialiste, est donc aussi avec nous. Slimane, dans les conflits modernes, dans l'histoire moderne, un tel degré de destruction, c'est sans précédent? Il faut remonter à la Deuxième Guerre mondiale pour trouver une telle ampleur de destruction. On parle de reconstruire Gaza, mais en fait, on ne peut pas la reconstruire. Reconstruire, ça veut dire retrouver des immeubles dont la structure sont là et qu'on peut réhabiliter. Or, on ne peut plus reconstruire Gaza, car les rues ont disparu, même les cimetières ont disparu. En fait, c'est une autre Gaza qui va être reconstruite et qui sera totalement méconnaissable. Parce que ce qui s'est passé à Gaza, c'est que non seulement les immeubles ont été détruits par des raids aériens ou par des bombes, mais aussi il y avait comme une sorte de plan d'enlever tous les repères. Par exemple, les 70 000 Palestiniens qui ont été tués, personne ne saura ensuite où retrouver son fils, sa mère ou ses parents, où ils sont enterrés. Tout le monde a été enterré dans des fosses communes, anonymement. En fait, c'est une autre ville qui va ressurgir. Et là, ça pose un autre problème. On parle de pays donateurs. Jamais Israël n'est cité parmi les donateurs, ni l'Égypte d'ailleurs. Or, pourquoi? Israël, c'est une question qu'il faut se poser. En principe, Israël devrait quelques réparations pour les Palestiniens. Et l'Égypte? L'Égypte est un pays voisin. L'Égypte a administré Gaza de 48 à 67. Donc, elle a des traces humaines, matrimoniales, culturelles, mais on ne parle jamais d'un apport égyptien. L'autre élément technique aussi, c'est que pour reconstruire Gaza, jusqu'ici, après chaque guerre avec Israël, pour reconstruire Gaza, il fallait importer tout le matériel d'Israël. Le parpaing, les briques, le ciment, les ascenseurs, les excavatrices, les bulldozers. D'où les Palestiniens vont-ils importer tout ce matériau de construction? Parce que s'ils l'importent d'Israël, donc ils vont payer des compagnies israéliennes, ce qui voudrait dire que, dans ce cas-là, la guerre est devenue un véritable business. La guerre est devenue un véritable business. Vous avez rappelé le bilan côté palestinien. Bilan côté israélien, c'était le 7 octobre, attaque du Hamas sans précédent. Au moins 1200 Israéliens tués lors de ces attaques. Hasni Abidi, il y a ce groupe des donateurs réunis à Bruxelles. En fait, la Commission européenne, elle veut soutenir l'autorité palestinienne. Elle va mettre 1,5 milliard d'euros, plus même 1,6 milliard d'euros. Quelle place peut jouer l'Union européenne? Tout à l'heure, Paul Germain nous racontait cette anecdote, si l'on peut l'appeler ainsi, cette commissaire qui demande en fait aux États-Unis d'être fair-play, je dis bien d'être fair-play, pour obtenir un siège dans ce conseil qui est censé sceller l'avenir de Gaza. Et elle a raison, parce que c'est ce conseil qui va décider à la fois la reconstruction, mais surtout la gestion politique. Oui, mais le fait de demander aux États-Unis, c'est de reconnaître, c'est un aveu. C'est un aveu d'échec. L'Union européenne est complètement marginalisée dans la conception de la résolution de 2803, mais aussi après dans la mise en œuvre, alors que l'Union européenne, jusque-là, était le premier bailleur de fonds des Palestiniens, à la fois de Gaza, mais aussi de la Cisjordanie. Il faut rappeler le port de Gaza, beaucoup d'infrastructures ont été financées d'une manière directe à travers l'autorité palestinienne, à travers des projets sur place, surtout l'UNRWA et d'autres, mais aussi à travers des intermédiaires. La question de la construction de Gaza, elle est intéressante à mon avis, malgré bien sûr ce bilan qui a été fait par Slimane Zeguidour. Parce qu'on va insister sur la nécessité de que Gaza ne fait pas partie d'Israël avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que les Israéliens, ils veulent absolument partager au-delà de la ligne jaune. Ce qui se passe en Cisjordanie, c'est plutôt une demande française et qui est intéressante, qui est pertinente. C'est-à-dire que non
à cette annexion qui a déjà commencé en Cisjordanie. C'est-à-dire que la solution à deux États, ce n'est pas seulement un slogan, mais c'est un projet. Et ce projet, il a un coût. Et ce coût, ce comité technique, 1,2 milliard, c'est peu, mais c'est très important. C'est pour dire l'autorité palestinienne est notre interlocuteur par défaut. Oui, on va le réformer, mais c'est important. Un message clair c'est une somme en échange de réformes. Absolument, Jean-Jacques. Un message envoyé aux Israéliens pour dire la solution à deux États reste notre objectif des Européens, reste maintenant à convaincre les Américains, puisque jusqu'à maintenant, le président américain refuse d'aborder la question de la solution à deux États. Alors, il est contre l'annexion. L'État palestinien, et je parle sous votre contrôle, est bien mentionné dans le plan de paix des États-Unis qui a été adopté en début de semaine par le Conseil de sécurité des Nations Unies? Merci Mohamed de poser cette question. Il dit qu'il est contre. Mais ce qu'il ne veut pas admettre, c'est que l'annexion a déjà commencé. Tous les jours. Tous les jours, il y a des constructions et de nouvelles colonies. Et quand on dit de nouvelles colonies, ça veut dire que vous rendez avec le temps l'option d'un État palestinien presque pas du tout viable. Mais c'est ça tout le paradoxe, parce que, pardonnez-moi, au mois de septembre dernier, il y a tout juste 2 mois quasiment, hein, on est le 20 novembre, le 22 septembre, une quinzaine de pays occidentaux notamment ont reconnu cet État de Palestine, ce qui fait 158 pays dans le monde, mais sur le terrain, on voit que c'est diamétralement opposé avec cet État palestinien reconnu sur le papier. Oui. Il y a une sorte d'évolution parallèle. Au fur et à mesure que la liste des pays qui reconnaissent l'État de Palestine s'allonge, les actions du gouvernement israélien en Cisjordanie visent à rendre impossible la fiabilité de cet État. S'agissant de la mise en péril de la notion de deux États, c'est-à-dire le maintien d'un territoire palestinien continu, et donc viable pour un État, c'est que les consuls généraux européens qui sont à Jérusalem-Est, dès 2012, avait fait un rapport signé par tous les consuls généraux en disant que si on ne fait pas pression dès maintenant sur le gouvernement israélien pour arrêter la colonisation, les expropriations, etc., la solution des deux États dans 10 ans sera totalement compromise. Ils ont remis ça en 2017 dans un autre rapport collectif. Et chaque année, les consuls généraux européens à Jérusalem avertissent leur gouvernement de ce risque. Et moi-même, j'ai rencontré des consuls généraux européens à Jérusalem qui se plaignaient que leur gouvernement ne réponde pas aux alertes qu'ils lancent. Ouais. On parle de l'Union européenne comme si c'était un bloc homogène, mais il y a des États. L'Allemagne, il me semble qu'en début de semaine, a repris les ventes d'armes à Israël. Ouais. C'est un des principaux soutiens, l'Allemagne, d'Israël. Est-ce que, comme d'ailleurs pas forcément seulement ce conflit du Proche-Orient, mais comme beaucoup de dossiers, l'Union européenne a du mal à parler d'une seule et même voix? Oui, c'est vrai que la position de la France, la position surtout de l'Espagne et de l'Irlande sont connues depuis plusieurs années, avant-gardistes en matière de droits des Palestiniens, mais pas droits des Palestiniens, mais la légalité internationale. C'est ça qui est très, très important. Et on n'a plus cette locomotive économique, en quelque sorte, la France et l'Allemagne aussi pour porter la voix de l'Union européenne. Elle était complètement absente. La position de l'Allemagne s'était alignée à plusieurs reprises sur la version israélienne. D'autres pays aussi, l'Autriche, qui sont contre, finalement. Un seul exemple, c'est cette proposition de la Commission européenne de geler les accords de l'association qui sont très importants. Israël bénéficie de soutien sur le plan de la recherche et autres. L'Union européenne n'a pas réussi à faire adopter une résolution à minima. Donc ça veut dire que oui, il y a un échec, et c'est probablement cette absence, cet échec européen, c'est pourquoi Donald Trump s'est tourné vers d'autres partenaires, et probablement l'Arabie Saoudite en fait partie. L'Europe quelque peu reléguée dans ce conflit israélo-palestinien, dans ce plan Trump. Quid des pays arabes? Le Qatar notamment a joué un rôle important pour arracher ce cessez-le-feu qui est mis à mal, mais ça a quand même permis de laisser quelques répits à certains civils palestiniens. Il y a l'Arabie saoudite, Mohamed Ben Salman n'a pas fermé la porte à une normalisation des relations avec Israël. Comment voyez-vous le rôle prochainement des pays de la région, des pays arabes? Les pays arabes, ils sont allés encore plus loin que ça. Ils ont voté cette résolution. L'Algérie, certes, représente la position arabe, et l'Algérie a voté aussi pour cette résolution, la dernière résolution, qui est portée par les Américains, qui a donné un habillage juridique international pour la première fois des Nations Unies à un projet américain. C'est-à-dire endosser finalement ce qui a été convenu à Sharm el-Sheikh. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est l'Arabie saoudite plutôt qui est attendue par les Américains pour jouer un rôle important. La normalisation, elle est conditionnée
bien sûr, à l'établissement d'un État palestinien, la solution à 2 États. Je pense que les Saoudiens sont prêts à faire des concessions pour dire on veut juste le début d'un processus qui pourrait déboucher sur un État palestinien pour qu'on normalise les relations. Mais Donald Trump a compris aussi les craintes saoudiennes, motivées surtout par une rue saoudienne qui reste acquise à la cause palestinienne, et c'est pourquoi il a réussi à dissocier le dossier de la vente des F-35 de la question de la normalisation immédiate des relations avec Israël. Je pense que c'est une question de temps. Ouais. Slimane, sur le rôle diplomatique, politique, notamment de l'Arabie Saoudite dans les mois qui viennent, est-ce qu'il peut peser, est-ce que les pays arabes peuvent peser sur l'issue de ce conflit? Il y a l'Arabie Saoudite et les pays arabes. Disons que les Émirats, Bahreïn, n'ont pu adhérer aux accords d'Abraham qu'avec l'aval des Saoudiens, qui étaient eux-mêmes sur la liste pour y entrer. C'est le 7 octobre, l'attaque meurtrière du Hamas en Israël. Vous dites que quelque part, l'Arabie Saoudite a déjà mis un pied dans la normalisation avec Israël. Oui, mais depuis des années. Les Saoudiens entretiennent des rapports d'abord avec des organisations juives américaines depuis très longtemps, et puis secrètement, puis ouvertement, avec les Israéliens. Par exemple, il y a une conférence publique il y a 10 ans entre l'ancien chef des services secrets saoudiens, le prince Turki, et Amos Yadlin, le chef des renseignements militaires israéliens, une réunion publique. Donc ça s'était préparé, aidé par les Américains. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, que je sache, le ciel saoudien n'est pas interdit aux avions israéliens qui vont en Inde ou qui vont en tout cas vers l'Est, ou qui vont à Dubaï. Donc de ce côté-là, sur le principe, Israël n'a plus d'ennemis chroniques parmi les États arabes. Même les plus radicaux, comme l'Algérie, disent qu'il suffit qu'Israël reconnaisse l'État de Palestine pour que tous les obstacles à une éventuelle établissement de relations politiques sautent. Ce qui se passe par contre, et c'est vraiment un grand paradoxe, très court, c'est que, oui, très rapidement, c'est que plus les États arabes s'ouvrent et reconnaissent Israël, plus le gouvernement israélien, et notamment ses extrémistes, multiplient les provocations, y compris sur des lieux symboliques comme la mosquée Al-Aqsa, 3e lieu saint de l'islam. Il se passe des choses qu'il y a 4 ans étaient inconcevables. Maintenant, on a des religieux fanatiques qui rentrent sur l'esplanade et prient sur l'esplanade à 2 pas de la mosquée. Merci. Chose que les